Alors, bonjour à tous. Donc, vous venez de vous connecter donc pour une session d'information sur un des programmes de la commission franco-américaine Fulbright France. Il s'agit du programme assistant de français, aussi connu sous le nom de FLTA, qui veut dire Foreign Language Teaching Assistant, et c'est également les mêmes informations pour postuler à la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, puisque c'est exactement le même dossier. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Fulbright? Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc, Fulbright, c'est le nom de ce sénateur dont vous voyez la photo, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a proposé une loi au Congrès américain pour financer un programme de bourses d'études et de recherche entre les États-Unis et les pays partenaires. Donc en 1948, il y a eu la création de la commission franco-américaine qui s'appelait à l'époque plutôt Fulbright France, donc des échanges entre les États-Unis et la France. Et en 1965, signature de l'accord de coopération franco-américaine qui permet le financement du programme Fulbright, de Fulbright France, à la fois par le gouvernement américain mais aussi par le gouvernement français. La mission du programme Fulbright, c'est une mission de coopération, d'échange de valeurs, de valorisation des échanges éducatifs et culturels, développement des relations durables entre le monde universitaire et culturel français et américain, et cultiver la compréhension mutuelle entre les peuples, donc dans notre cas, le peuple américain et le peuple français. Alors, il y a plusieurs programmes, il n'y a pas que le programme FLTA. FLTA, c'est vraiment un des programmes. Le programme traditionnel, c'est le programme étudiant, c'est un programme national. Ce sont des bourses qui sont attribuées à environ 6 à 8 personnes par an pour aller faire soit pour des Français qui vont aux États-Unis pour faire un master américain ou un doctorat, euh, ou alors ça peut être aussi pour des Américains qui viennent en France. On a un programme pour des doctorants, un programme national, 2 programmes régionaux avec certaines régions de France et 4 programmes institutionnels. Donc ça, c'est entre 27 et 29 lauréats qui sont sélectionnés, qui sont inscrits en doctorat en France et qui vont faire un séjour de recherche aux États-Unis. Ensuite, on a des programmes pour les chercheurs. Donc ça, c'est des personnes qui ont déjà leur thèse en France. Un programme pour des responsables d'ONG. Et puis un programme de séminaire d'été pour des enseignants et des administrateurs d'école. Et donc, ce fameux programme FLTA, donc Foreign Language Teaching Assistant, dont je vais parler particulièrement aujourd'hui. Donc ce programme s'adresse à des étudiants ou des étudiantes, des futurs enseignants ou des personnes qui sont tout récemment diplômées. Il faut que vous ayez votre dernier diplôme depuis moins de 5 ans. Il faut au moment de la candidature que vous soyez titulaire d'au minimum une licence. Mais si vous êtes en train de préparer une licence LLCE anglais, généralement c'est pour être prof d'anglais par la suite, et que vous êtes en L3, vous pouvez postuler dès la L3. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir validé votre licence pour pouvoir déposer un dossier. Les disciplines prioritaires sont l'anglais, mais aussi l'enseignement du FLE, l'éducation et d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, comme par exemple l'histoire, les études culturelles, les sciences politiques.
Alors non, les licences 3 LEA ne sont pas acceptées. Il faut que, si c'est pas LLCE, il faut vraiment avoir validé la licence au moment du dépôt du dossier. Donc si vous êtes en 3e année de LEA, il faut attendre l'année prochaine pour déposer votre dossier. Donc il s'agit d'un séjour de seulement une année académique. Ça commence forcément au mois d'août et ça finit entre mai et juin. Et ça peut pas être en janvier, c'est forcément entre août et juin. Et c'est seulement 9 à 10 mois. Ça peut pas être renouvelé. Et c'est un programme non diplômant, hein. Ça permet pas de valider un master ou un autre diplôme. La date limite de candidature est le 1er décembre, donc c'est un dimanche, hein, mais vous avez jusqu'à 23h59 pour soumettre votre dossier en ligne. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Quelles sont les conditions d'éligibilité? Donc il faut absolument que vous soyez de nationalité française. Donc je l'ai dit, être titulaire d'une licence au moment du dépôt du dossier ou être cours de L3 LLCE anglais. Il faut que vous ayez un bon niveau d'anglais, B2, C1. Il faudra passer un test, notamment le TOEFL, pas forcément avant le 1er décembre. Ne vous embêtez pas à le faire, puisque les personnes présélectionnées recevront un bon d'achat pour s'inscrire au TOEFL au mois de janvier, en fait. Et il faut que vous puissiez séjourner environ 9 à 10 mois aux États-Unis sans partir avec un conjoint et un ou plusieurs enfants, puisque le programme n'est pas prévu pour accueillir une famille entière. Vous êtes souvent logé en dortoir universitaire. Éventuellement, vous partagez votre chambre avec un autre assistant, donc il n'y a pas de place pour un conjoint et des enfants. Il n'est pas indispensable d'avoir une formation FLE, mais c'est très appréciable par contre. Et il n'est pas non plus obligatoire d'envisager d'être enseignant d'anglais pour poser sa candidature, mais il faudrait quand même que vous ayez un intérêt pour l'enseignement, pour l'animation culturelle, pour les études américaines. Il faut montrer une certaine cohérence dans votre demande. Si votre but c'est d'aller faire des études de business aux États-Unis, ça n'a pas vraiment de cohérence. Alors, il y a une question, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer le TOEFL? Oui, vous devrez passer le TOEFL, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avant le 1er décembre. C'est seulement les personnes qui sont présélectionnées qui peuvent le passer. Donc le TOEFL, il est valable 2 ans. Donc si vous l'avez passé en décembre 2023, il sera encore valable pour votre candidature. Donc il faudra envoyer vos scores. Donc qu'est-ce qui pourrait vous rendre inéligible? C'est si, par exemple, soit vous n'êtes pas de nationalité française, soit vous avez la nationalité franco-américaine. Les personnes qui ont là un passeport américain n'ont pas besoin du programme Fulbright pour pouvoir aller aux États-Unis. Donc les franco-américains ne sont pas éligibles à tous les programmes Fulbright d'ailleurs. Et si vous êtes déjà aux États-Unis, par exemple, si vous êtes en échange universitaire aux États-Unis, au moment de candidater, vous n'êtes pas éligible. Par contre, si vous êtes en train de faire un programme Erasmus dans un pays européen, ça pose pas de problème. Donc non, le programme ne peut pas compter pour une année de master, c'est un programme non diplômant. Alors, je vais expliquer un petit peu les conditions, qu'est-ce qu'il faut comme document, comment postuler, etc. Je vois qu'il y a aussi des questions. Donc, il y a une question, le programme débute début août. Oui. Alors, ça dépend des universités. Il y a des universités qui vous demandent d'arriver
fin août, voire début septembre. Mais il faut, vous, comme vous ne savez pas où vous allez être placé, il faut vous rendre disponible dès le début du mois d'août, voire dès la fin du mois de juillet. Alors, il y a une question sur le IELTS. Oui, le IELTS est tout à fait accepté, sauf que nous n'avons pas de bon d'achat. Donc, si vous passez le IELTS, il faudra payer vous-même les frais d'inscription. Alors, quelles sont les conditions de séjour? Donc, cette année, on va avoir un petit peu moins de lauréats que les années précédentes. Donc, on va sélectionner entre 23 et 25 lauréats qui vont être placés. Donc, vous n'avez pas le choix de votre institution d'accueil, principalement uniquement en institution d'enseignement supérieur. Donc, vous n'êtes pas placé en lycée ou en collège. Vous allez généralement être dans des institutions de type liberal arts colleges. Ce sont des établissements qui sont souvent de petite taille et qui se concentrent sur le premier cycle qui dure que 4 ans. Il y a aussi quelques placements en community college. Cette année, on a 3 placements en community college ce sont des établissements qui proposent des bacs plus 2. Les placements sont délibérément en dehors des grands centres urbains, donc il ne faut pas vous attendre à être à New York University ou UCLA. Vous allez être dans un petit campus qui n'a pas beaucoup de francophones, donc qui souhaite avoir une personne qui représente la francophonie. Donc ne vous attendez pas à être dans des grandes villes et il faut accepter le fait d'être dans un endroit qui va peut-être être un petit peu isolé et loin des grandes villes. Il y a, dans le cadre du programme FLTA, il y a un poste à Amherst College qui est un liberal arts college qui se trouve pas très très loin de Boston. C'est dans le cadre de la fondation Carlet Lévy d'ESPA, donc il y aura une lettre de motivation supplémentaire à fournir, mais sinon c'est la même candidature, les mêmes conditions que pour le programme général. Tous les autres candidats ne savent pas où ils vont être placés. Mais si la personne est acceptée par la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, à ce moment-là, ils savent dès le début qu'ils seront placés à Amherst College dans le Massachusetts. Les lauréats qui sont donc acceptés enseignent le français comme langue étrangère à des petits groupes d'étudiants américains, ou alors ils animent des activités, ou alors ils font les deux même, des activités de promotion de la francophonie. Hein, donc c'est pas forcément des vrais postes d'enseignants, ça peut être simplement de l'animation culturelle. Par exemple, pour Amherst College, il y a une partie des tâches qui consiste à organiser des activités dans la maison française de Amherst College. Et ça pour un maximum de 20 heures par semaine. Donc les 20 heures par semaine, ce n'est pas 20 heures d'enseignement, ça inclut le nombre d'heures d'enseignement, mais aussi le nombre d'heures de préparation, de correction des copies, etc. Vous allez aussi, si vous êtes sélectionné, suivre vous-même 2 cours dans votre université d'accueil en tant qu'étudiant. Hein, donc, vous aurez sur place un statut un petit peu hybride. Vous serez à la fois teacher assistant, mais aussi student. Hein, donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit un vrai emploi salarié à plein temps. Alors, si je postule pour le programme, je postule automatiquement? Non. Pour postuler à Carlet Lévy d'ESPA, il faut faire le dossier FLTA, qui est le dossier général, et après, je vais vous expliquer plus tard
il faut m'envoyer une lettre de motivation supplémentaire qui m'explique pourquoi vous voulez aller à Amherst College en particulier. Mais sinon, si c'est pas parce que vous déposez un dossier FLTA que vous allez forcément. Moi, il faut que je sache si vous souhaitez postuler pour Carlet David Espa. Donc, parmi les 2 cours que vous suivez à l'université, il faut qu'un des cours concerne les études américaines, donc American Studies, donc ça peut concerner l'histoire américaine, la littérature américaine, etc. Et le 2e cours, ça peut être ce que vous voulez, mais à condition que ce soit un cours académique qui, bien évidemment, soit proposé par votre institution d'accueil. Je vous rappelle que généralement, vous êtes placé dans des institutions qui se concentrent sur le premier cycle universitaire, donc surtout des bachelors. Donc, il va être rare que vous puissiez avoir accès à des cours de niveau master. Vous allez plutôt prendre des cours peut-être de 4e année de bachelors. L'institution d'accueil prend en charge les frais d'inscription. Donc, les 2 cours que vous prenez sont gratuits. Le logement et la nourriture. Donc, soit vous avez une chambre sur le campus gratuitement, plus ce qu'on appelle un meal plan, donc c'est-à-dire des forfaits repas, mais ça dépend du budget de l'université. Soit vous avez ce qu'on appelle une allocation, un stipend, une allocation mensuelle suffisante pour prendre en charge un loyer ainsi que vos repas et vos dépenses personnelles. Et aussi l'université, même si vous êtes logé sur le campus, va également vous verser une allocation mensuelle dont le montant est très variable. Donc ça dépend un petit peu à la fois du niveau de vie local, mais aussi du budget de l'université. La commission franco-américaine va ensuite vous verser une bourse de voyage. Vous avez la gratuité des frais de visa. Tous les Fulbright ne payent pas les frais de visa, ça fait à peu près presque 400 € en moins. Et puis, vous avez également une assurance santé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il faut être très flexible en ce qui concerne les offres de placement. Vous ne saurez pas votre institution d'accueil avant le mois de mars. Et donc, il faut être assez patient et puis être prêt à être placé un petit peu partout. Et puis, il faut aussi savoir que les 2 cours que vous allez prendre ne vous permettront pas, d'obtenir un diplôme américain ou alors de valider des cours dans votre université en France. Alors, si j'ai déjà réalisé un échange universitaire aux États-Unis, mais que j'ai de l'expérience dans l'enseignement, est-ce que mon profil ne sera tout de même pas prioritaire? Ça dépend quand vous avez fait cet échange universitaire, ça dépendra des autres candidats. Mais effectivement, si vous avez déjà été aux États-Unis pendant un semestre, vous serez effectivement peut-être écarté, mais ça dépendra du reste de. Mais vous êtes quand même éligible, donc postulez et vous verrez bien. Donc, pour quelqu'un qui est déjà en doctorat, c'est-à-dire doctorat aux États-Unis ou doctorat en France? Alors, bon, pour les autres questions, je répondrai un petit peu plus tard. Alors, il faut bien comprendre le statut Fulbright et le visa J1. Ce statut Fulbright, il est lié à ce visa. Ceux qui sont déjà partis en échange universitaire américain aux États-Unis ont peut-être déjà eu ce visa.
Donc, le statut Fulbright vous permet d'avoir une allocation de voyage, éventuellement d'avoir une bourse de séjour complémentaire, mais ça va dépendre de votre institution d'accueil et des avantages financiers qui sont offerts par votre institution d'accueil. Donc le visa J1, il va être totalement gratuit, hein, donc vous n'avez pas de frais de demande de visa comme pour ceux qui sont partis en échange universitaire. Ils ont dû payer les frais de demande de visa au consulat et puis des frais sévices. Pour les Fulbright, vous ne payez aucun de ces frais. Tout est gratuit. Par contre, on ne pourra pas sponsoriser un visa J2. Le J2, c'est les accompagnateurs, en fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce programme n'est pas prévu pour une personne qui souhaite voyager avec son conjoint et ou ses enfants. Et il y a aussi une assurance santé qui est offerte par le département d'État à tous les boursiers Fulbright, mais c'est une assurance qui nous semble vraiment très basique et pas suffisante pour vivre aux États-Unis et prendre en charge les frais de santé. Donc, nous vous conseillons vivement de prévoir un budget pour prendre une assurance complémentaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les boursiers Fulbright participent à une séance d'orientation qui est organisée à la commission, enfin à Paris, pas forcément à la commission parce qu'on n'a pas de place pour accueillir tous les boursiers Fulbright. En général, ça a lieu dans un bâtiment de l'ambassade des États-Unis. Donc généralement, c'est fin juin, début juillet. Donc si vous êtes lauréat, vous allez participer à cette séance d'orientation. Et quand vous serez également sur place, il y aura peut-être des programmes d'accompagnement aux États-Unis proposés par notre partenaire américain qui s'appelle IIE, qui va s'occuper de vous dès que vous arrivez sur le territoire. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est un certain nombre de contraintes en tant que boursier Fulbright. Vous avez plein d'avantages, mais vous avez aussi quelques contraintes. Vous avez ce qu'on appelle les 2-year home residency requirement, la règle des 2 ans, qui est associée à votre visa en fait. En fait, cette règle vous oblige à séjourner en France pendant 24 mois cumulés avant de pouvoir prétendre à un visa d'immigration, donc un visa de travail, donc le travail c'est H ou L, ou un visa d'immigration K ou un visa Green Card, donc la carte verte. Donc ça, c'est après votre séjour Fulbright. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas accepter un emploi tout de suite après, par exemple, si vous trouvez un emploi de professeur de français, langue étrangère dans une école pas très loin de là où vous avez enseigné, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas obtenir de visa de travail. Les services d'immigration vont vous demander une preuve que vous avez séjourné pendant 24 mois cumulés pour pouvoir vous donner ce visa. Hein, donc là, il faut bien comprendre que l'idée, c'est un échange culturel, c'est pas une porte d'entrée vers une immigration aux États-Unis. Alors, j'essaye de voir s'il y a des questions qui pourraient... Alors, il y a une question, si je compte postuler pour un master FLE auquel je demanderai une année de césure, cela fonctionne-t-il? Alors ça, nous, on ne gère pas les négociations avec votre université française, donc c'est à vous de vérifier que vous pouvez partir en année de césure. Ça, c'est pas notre rôle de gérer cela. Pardon. Les étudiants actuellement en échange dans un autre pays européen sont-ils non prioritaires? Non, si c'est un pays européen, il n'y a pas de problème. Pardon. Alors, les cours que vous prenez en tant qu'étudiant, c'est 2 cours par semestre.
Alors, je ne comprends pas votre question. Cela concerne la bourse étudiant. Non, là, aujourd'hui, je ne parle que du programme des assistants de français. Ma collègue Émilie a déjà fait une séance d'information sur la bourse étudiant. Donc là, si vous voulez des infos sur la bourse étudiant, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc le Two-Year Home Residency s'effectue bien après les séjours Fulbright. Oui, bien sûr. Il faut, disons que le but, c'est si jamais vous voulez un jour un visa de travail ou d'immigration, il faudra faire 2 ans en France cumulés avant de faire la demande de visa. Mais si vous n'avez pas l'intention de travailler ou d'immigrer aux États-Unis, vous pouvez faire ce que vous voulez aux États-Unis. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez après votre séjour Fulbright. Vous pouvez aller dans un autre pays si vous voulez. Il faut juste quitter le territoire. Vous n'êtes généralement pas autorisé à rester plus de 30 jours après la fin de votre programme. Par contre, il y a des gens qui ont réussi à rester pour étudier. Ils ont transformé leur visa J en visa F, qui est le visa d'étudiant. Alors, si vous pouviez, s'il vous plaît, noter vos questions uniquement dans la boîte questions-réponses parce que j'ai du mal à gérer quand c'est sur le chat et sur les questions-réponses. Euh, donc là, tous ceux qui ont écrit leurs questions sur le chat, si vous pouvez les transférer dans la boîte questions-réponses, merci d'avance. Alors, comment est-ce qu'on fait pour candidater? Donc, les candidatures sont en ligne uniquement. Ne m'envoyez pas votre CV directement par email, ça m'intéressera pas du tout. C'est une plateforme internationale. Vous avez toutes les informations dans le guide de candidature qui se trouve sur le site de la commission, sur la page web de chaque programme. Donc, vous allez sur la page assistante et assistant et vous verrez, il y a un lien qui vous permet de télécharger le guide de candidature en PDF. Donc, il faut vraiment suivre ce guide et pas le guide qui est en anglais qui se trouve sur la plateforme internationale. Hein, donc, il faut d'abord suivre le guide en français et puis peut-être après qu'on vous demandera des documents supplémentaires exigés par notre partenaire IIE, mais avant le 1er décembre, suivez les instructions en français. Voilà. Donc les documents que vous devez joindre à votre dossier de candidature, donc il faut un CV en anglais. Si vous avez aussi un CV en anglais, en français, ça serait bien. Si vous pouviez mettre les deux, ça serait utile parce que quelquefois, quand vous me traduisez vos diplômes et ce que vous avez fait, la traduction est pas très bonne. Et donc, du coup, je ne comprends pas ce que vous avez fait comme diplôme. Euh, un petit conseil dans votre CV en anglais, ne traduisez pas licence par bachelor. Laissez licence pour que je comprenne bien que vous n'avez pas fait un bachelor dans un pays anglophone, par exemple. Donc, relevé de notes, il me faut tous vos relevés de notes, pas les derniers que vous avez obtenus. Il faut vraiment vos relevés de notes depuis la première année d'études supérieures, même si vous avez raté des années. Il faut absolument que j'ai tout. Alors, dans un premier temps, vous les téléchargez en français. Le premier jury est franco-américain, donc ils n'ont pas besoin de traduction. Voilà, donc il y a un endroit précis où vous pouvez télécharger ce qu'ils appellent eux des transcripts, donc relevés de notes. Ensuite, il faudra indiquer les noms et les coordonnées de 3 référents différents. Donc il ne faut pas forcément que ces référents soumettent leurs lettres avant le 1er décembre, mais nous, avant le 1er décembre, il faut qu'on sache à qui vous allez demander ces lettres. Et donc, du coup, il faut les enregistrer sur la plateforme de candidature. Vous avez un endroit spécifique pour le faire. Donc, ils vont recevoir un email avec des instructions et ils auront jusqu'au 15 janvier
à peu près pour soumettre leurs lettres. Il y a un exercice qu'on a ajouté depuis l'année dernière, donc qui s'appelle le Diversity Essay, qui est optionnel, mais que je vous encourage vivement à faire. Donc il s'agit d'une lettre qui va répondre à une question, vous verrez la question est dans le dossier, et puis il y a des informations aussi sur le guide de candidature. L'idée, c'est de voir quels sont vos, comment dire, euh, tout ce qui concerne la diversité, l'équité, l'inclusion. C'est un élément très important dans la candidature qui peut faire la différence quelquefois. Donc il nous faut les résultats au TOEFL, mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de fournir ces résultats avant le 1er décembre. Vous pouvez attendre d'être présélectionné. Je vous enverrai uniquement aux personnes présélectionnées un bon d'achat qu'on appelle un voucher qui va vous permettre de vous inscrire au TOEFL à la date que vous souhaitez et au lieu que vous souhaitez, sans payer les frais d'inscription qui sont de 285 $. Donc ça vous évite de payer 285 $. Vous pouvez aussi passer le IELTS ou le Duolingo, mais par contre, je n'ai pas de bon d'achat pour ces deux tests. Donc, si vous souhaitez être placé à Amherst College, je rappelle qu'il s'agit d'un seul poste dans une université qui s'appelle donc Amherst College, et c'est dans le cadre de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA. Vous devez faire la même chose que tout le monde, plus une lettre supplémentaire qui m'explique pourquoi vous voulez aller à Amherst en particulier, qu'est-ce que vous connaissez de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA et pourquoi c'est important pour vous de postuler à ce programme. Et vous évitez de le télécharger dans le dossier de candidature, vous me l'envoyez directement par email. Et c'est là que je sais que vous postulez pour Carlet Lévy d'ESPA. Si je ne reçois pas cette lettre par email, je ne vais pas aller fouiller dans le dossier de chaque personne pour savoir si vous souhaitez être candidat pour ce poste ou pas. Tous les documents doivent être ajoutés, envoyés avant le 1er décembre 2024. Si votre dossier est incomplet, moi je suis obligée de le rejeter. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. Alors, est-ce que les personnes qui font partie de la mission handicap de leur université sont prioritaires? Alors, si la question c'est si vous êtes un candidat en situation de handicap, vous pouvez développer ça dans votre Diversity Essay et ça peut être effectivement un point positif dans votre dossier de candidature. Donc, je vous encourage à postuler. Alors, il y a une question par rapport au 2-year home residency. Est-ce que je peux postuler pour des écoles dans d'autres pays après le séjour? Oui, je vous dis, si après votre séjour Fulbright, vous n'avez pas l'intention d'immigrer ou de travailler aux États-Unis, vous pouvez aller dans n'importe quel autre pays à part les États-Unis. Combien y a-t-il de candidatures environ chaque année? Quel type de candidatures sont les plus appréciées? Ça, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Je ne peux pas vous dire combien il y a de candidats parce que c'est vraiment très variable. Mais ne vous auto-censurez pas, faites du mieux que vous pouvez et puis vous verrez bien si vous êtes sélectionné ou pas. Alors les chances, si je vous donne un petit pourcentage, mais peut-être que ce pourcentage, il va être un peu moins élevé cette année parce qu'on va prendre moins de lauréats, c'est environ 30% de taux d'admission. Voilà. Donc c'est pas,
aussi sélectif que le programme Fulbright étudiant qui tourne autour de 10%, mais on n'accepte pas tout le monde non plus. Alors, est-il possible de classer les universités par ordre de préférence? Non. Alors oui, ça, vous allez être invité si vous êtes finaliste, et je vais vous expliquer ça tout ça. Je vais vous expliquer ça tout ça tout à l'heure, pardon. Je bégaye un peu. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être encore étudiant au moment où vous partez. Vous pouvez très bien partir une fois que vous avez votre master et il n'y a pas d'obligation d'être encore inscrit en France au moment où vous êtes aux États-Unis. Alors, il y a une personne qui demande: «Nous sommes bien assistants dans une université?» Oui, je pense que cette personne a dû arriver en retard. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais bon, les cours obligatoires dans l'université américaine ne peuvent pas permettre de valider une UE dans une université française. Pas forcément, c'est à vous de négocier avec votre UFR en France. Il y a des gens qui ont réussi, voilà, à s'arranger avec leur département, qui se sont inscrits peut-être en master 2 par exemple, pendant leur séjour américain, et qui ont réussi à faire valider un cours d'études américaines ou des choses comme ça. Mais ça, nous, on n'organise rien à ce niveau-là, c'est à vous de vous débrouiller. Est-ce que la règle de 2 ans peut empêcher des emplois type emploi saisonnier? Oui, oui. Le but du jeu, c'est vraiment pas de rester aux États-Unis, même surtout pour travailler. Vous pourrez rester pour faire des études, mais vous ne pourrez pas rester pour travailler. Puis les emplois saisonniers, c'est vraiment très très limité, hein. Et c'est aussi avec le visa J1, donc ça m'étonnerait qu'on vous donne un deuxième visa J1 dans la foulée, hein. Donc les lettres de recommandation, elles sont obligatoires. Vous êtes obligé de trouver 3 référents, mais ces 3 référents, ça peut être aussi des employeurs. Donc si vous avez arrêté vos études depuis 2 ans, mais franchement, il faut au moins une lettre d'un prof, hein. Donc il va falloir trouver un prof, il faut vous débrouiller. Si vous n'avez pas 3 lettres, vous risquez d'être rejeté. Non, il n'y a pas de frais de dossier. On ne va pas vous demander de payer des frais de dossier comme pour postuler à l'université aux États-Unis. Est-il possible de demander un report de stage pour faire une année Fulbright après le M2? Donc entre le M2 et l'année de stage, je vais le faire avant le concours du CAPES. Alors, ça c'est une bonne question auquel je ne sais pas répondre et c'est à vous de trouver la réponse. Parce que effectivement, si jamais vous avez l'intention de passer le CAPES à la fin de l'année, juste avant de partir, nous, ça nous pose un problème. Il nous faut une garantie que vous puissiez avoir cette autorisation de partir pendant 1 an avant de commencer votre stage. Alors, si je me suis réorientée, est-ce que je dois aussi fournir les relevés de notes de ma première formation? Il faut absolument me fournir tous vos relevés de notes depuis la première année d'études supérieures. Même si ça n'a pas marché, même si c'était une formation complètement différente. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Qu'appelle-t-on référent? Ce sont des personnes qui vont écrire vos lettres de recommandation, donc soit des professeurs, soit des employeurs. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Qu'est-ce qu'un référent?» Ça commence un petit peu mal.
comment ça se passe si jamais l'un des référents ne soumet pas sa lettre dans les temps? Donc, ils ont quand même jusqu'au 15 janvier pour soumettre leur lettre, mais je sais que des fois, certaines personnes mettent du temps. Donc, à vous de vraiment les harceler gentiment en leur expliquant que c'est vraiment important qu'il y ait des lettres de recommandation, sinon vous risquez d'être rejeté. Donc il faut essayer habilement de les convaincre de soumettre leurs lettres. Et si vous voyez que la personne elle n'a pas le temps, etc., bah, il faut choisir un autre référent. Alors, est-ce qu'on peut indiquer nos préférences d'État lors de notre candidature? Oui, vous pouvez mettre pas d'État, mais vous pouvez mettre la région, mais sans garantie que ça fonctionne. Non, alors je crois qu'il y a une personne qui est arrivée un petit peu en retard. Faudra-t-il fournir des relevés de notes traduits officiellement en anglais? À une étape ultérieure, oui, effectivement. Si jamais vous êtes, excusez-moi, j'ai pas lu jusqu'au bout votre question. Donc effectivement, au début, il n'y a pas besoin de traduire, mais par contre, si vous êtes finaliste, il faudra traduire vos relevés, mais je vous expliquerai comment faire et vous n'êtes pas obligé de passer par un traducteur assermenté. Les 3 référents doivent-ils obligatoirement être des enseignants d'anglais? Non, pas du tout. Mais par contre, c'est mieux qu'ils puissent s'écrire leurs lettres en anglais, parce qu'après, sinon, il faut la faire traduire. Pareil, les référents doivent-ils être francophones? Non, mais simplement, il faut que le jury puisse lire la lettre. Donc la lettre, il faut qu'elle soit écrite en français, soit en anglais. Si vous m'envoyez une lettre en japonais, ça va pas être simple. Alors, une question, donc j'ai déjà répondu à ces questions au début, mais je répète. Donc, mes questions concernent la candidature. Si l'on a une licence qui date de plus de 3 ans, sommes-nous éligibles pour candidater? Oui, vous êtes éligible. J'ai dit au début que pour être éligible, il faut avoir eu son dernier diplôme depuis moins de 5 ans. Donc, si ça fait seulement 3 ans que vous avez eu votre diplôme, pas de problème. Seconde question, si l'on n'a pas tous les relevés de notes, pouvons-nous envoyer les derniers résultats? Non, il faut vraiment que vous essayiez de trouver un moyen de récupérer tous vos relevés de notes, pardon, depuis la première année d'études supérieures. Oui, il y a une personne qui me dit j'ai fait une année d'infocom avant de faire ma licence LCE d'anglais. Oui, il faut m'envoyer votre relevé d'infocom. Il faut rien cacher, même si vous n'avez pas eu des très bonnes notes. Donc il y a une personne qui demande, nous ne sommes pas obligés pour le moment de nous inscrire pour le test du TOEFL. Non, vous n'êtes pas obligé de fournir vos résultats avant le 1er décembre. Voilà, je vais continuer parce que là, je ne sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je répondrai au reste des questions par la suite. Alors, comment ça se passe au niveau des différentes étapes de candidature? Donc, la commission Fulbright, nous, on va convoquer des jurys qui ne sont pas des employés de la commission franco-américaine. Donc, les différents jurys vont évaluer les candidats euh, en se basant sur votre parcours académique et votre expérience pédagogique. Si vous n'avez pas d'expérience pédagogique, vous pouvez essayer de montrer par exemple vos expériences d'animation, si vous avez le BAFA par exemple, ou des choses comme ça. L'intérêt du candidat pour l'enseignement des langues étrangères ainsi que ses qualités d'ambassadeur culturel. Donc il faut qu'on sente que vous ayez envie de partager la langue et la culture française dans toute sa diversité, donc pas uniquement parler en France et en métropole.
la personnalité, les motivations du candidat. Donc vous n'allez pas juste étudier, donc il faut voilà, montrer que vous allez pouvoir voilà, enseigner et puis intéresser les étudiants américains. Donc la première étape, c'est l'ouverture des candidatures. Donc ça fait depuis le 1er septembre que les candidatures sont ouvertes. Vous complétez votre dossier en ligne avant le 1er décembre, 23h59. Ensuite, il y a des présélections sur dossier qui sont faites mi-décembre par un jury qui est généralement composé d'anciens lauréats Fulbright FLTA et aussi d'Américains, de boursiers américains. En janvier, si vous êtes présélectionné, vous êtes tenu de passer le TOEFL et je vous enverrai donc ce que j'ai dit tout à l'heure, un bon d'achat, donc ça s'appelle un voucher en anglais, pour pouvoir vous inscrire gratuitement au TOEFL. Vous pouvez faire le TOEFL Home Edition, vous pouvez faire le TOEFL dans un centre d'examen. Je vous conseille fortement de ne pas faire le Home Edition parce que chaque année, il y a des problèmes. C'est coupé au milieu de l'examen parce qu'ils ont cru que vous étiez en train de tricher. Donc, essayez vraiment de faire en sorte de le passer dans un centre d'examen, ça fonctionne beaucoup mieux. Et ensuite, donc, avant le 15 janvier, faites en sorte que vos référents soumettent leur lettre de recommandation. Ce n'est pas vous qui devez télécharger les lettres de recommandation. Chaque référent doit remplir sa lettre de manière confidentielle. Vous n'avez pas accès à leur lettre. Hein, donc, si jamais vous me soumettez une lettre, pour moi, elle n'est pas valide. Donc, il faut absolument que ça soit le référent, soit qu'ils remplissent leur lettre directement sur la plateforme de candidature, soit ils m'envoient à moi directement, sans vous mettre en copie, leur lettre de recommandation rédigée, de préférence en anglais. Ensuite, fin janvier, généralement, si vous êtes présélectionné, vous êtes convoqué pour des entretiens de sélection qui ont lieu sur Zoom. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à Paris pour faire l'entretien. Début février, les finalistes et les personnes qui n'ont pas été sélectionnées aussi sont notifiées. Donc, mais vous ne savez pas où vous allez être placé. Hein, vous allez simplement recevoir un email qui vous dit félicitations, vous êtes finaliste. Sauf la personne qui va à Amherst College, elle saura dès le début février si elle est prise. Donc, au mois de mars, tous les finalistes, mis à part la personne qui va à Amherst College, sont invités à participer à un processus d'appariement mutuel. C'est-à-dire que on va vous proposer entre 5 et 8 universités d'accueil qui ont demandé à avoir un assistant français et on va vous demander de les classer par ordre de préférence. Donc, vous n'allez pas classer les universités au moment où vous candidatez avant le 1er décembre, mais vous allez le faire si jamais vous êtes finaliste. Et vous avez aussi, il y a un processus de validation par ce qu'on appelle le FFSB. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, et fin juin, en fait, en général, vous avez les réponses. Votre placement définitif, vous l'avez pardon, en avril ou éventuellement début mai. Donc, vous savez où vous allez partir vers le mois d'avril. Ensuite, fin juin, il y a l'orientation à Paris et il y a les entretiens visa. En général, on essaye de coïncider l'orientation à Paris avec les entretiens visa, puisque vous êtes obligé de venir à Paris pour passer votre entretien de toute façon. Et le départ, il est en août ou éventuellement début septembre. Essayez de vous rendre disponible à partir de début août. Début août, il y a aussi ce qu'on appelle des Summer Orientation qui sont organisés par IAI, mais qui sont virtuels. Donc, vous ne serez pas obligé de vous déplacer aux États-Unis, mais du coup, c'est quand même des sessions que vous devez
auquel vous devez assister. C'est quelquefois c'est en fin de soirée, il y a peut-être du travail à faire, etc. Alors, je regarde s'il y a... Pour les personnes qui ont écrit dans le chat, ça serait bien que vous reportiez vos questions dans la boîte Q&R. Alors, je n'ai pas compris la partie pour les lettres de référence. Il faut demander cela à des professeurs. Les référents, il en faut 3. 3 personnes différentes, bien sûr. Il faut au moins un professeur. Et puis le reste, ça peut être soit des professeurs, soit des employeurs, soit des superviseurs, etc. Et donc, une lettre de recommandation, vous lirez dans le guide de candidature, ça sert évidemment à donner des informations sur votre façon de travailler, quelles sont vos compétences, etc. Je ne comprends pas la question de Vanessa. Faut-il que le test soit valable durant le séjour ou seulement pendant la candidature? Je ne comprends pas. S'il s'agit du test du TOEFL, il est valable 2 ans. Quelle est la particularité de cette université dans le cadre de la formation Carlet Lévy d'Espa? La fondation Carlet Lévy d'Espa, c'est pas la formation Carlet Lévy d'Espa. Donc la fondation Carlet Lévy d'Espa, c'est une fondation qui a un partenariat avec la Commission franco-américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le but, c'est un peu le même but que le programme Fulbright en général, c'est la compréhension mutuelle entre le peuple américain et le peuple français, et c'est un poste d'assistant dans la maison de française de Amherst College. Amherst College, c'est un établissement extrêmement prestigieux aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'il y a une sélection qui est un tout petit peu différente. Donc pour ceux qui veulent être placés, il n'y a qu'un seul poste, hein, donc si jamais vous postulez pour Carlet Lévy d'Espa, il faut faire à la fois le dossier FLTA général et m'envoyer par email une lettre de motivation qui explique pourquoi vous voulez être placé à Amherst College. Et si vous n'êtes pas sélectionné par Carlet Lévy d'Espa, vous pouvez par contre être sélectionné pour le programme FLTA général. Est-ce qu'un bilan de santé sans maladie est obligatoire pour pouvoir participer? Alors, on ne vous demande pas un bilan de santé avant d'être sélectionné, mais par contre, il faudra fournir ce qu'on appelle un dossier médical, et ça fait partie des éléments pour pouvoir avoir les papiers pour le visa. En revanche, si vous avez une maladie chronique, on ne va pas vous éliminer. En revanche, il faut bien être conscient que l'assurance santé qui est fournie par le département d'État ne va pas prendre en charge des maladies chroniques. Donc, ça veut dire que vous, pardon, de votre côté, il faudrait trouver une assurance santé. Si vous devez avoir des soins sur place, il faut trouver une assurance qui va prendre en charge des frais médicaux américains qui peuvent être très élevés. Ah, j'ai départagé mon écran. Voilà, donc ce n'est pas évidemment pas une... on va absolument pas vous éliminer si vous avez un problème de santé. Voilà. Donc, mais vous, c'est vrai qu'il faut faire attention, être conscient que sur place, les frais peuvent être vraiment très importants. À quoi correspond la case GPA au moment où je rentre mon parcours? GPA, ça veut dire Grade Point Average. C'est votre moyenne de l'année, c'est la dernière moyenne. Et vous pouvez mettre la moyenne sur 20. Hein. Vous n'êtes pas obligé de convertir en note américaine. Est-il possible de candidater une seconde fois? Vous avez l'impression que vous allez avoir un échec? Oui, bien sûr, j'ai eu des gens qui ont postulé 3 années de suite et qui sont partis au bout de la 3e, donc ne vous inquiétez pas. Donc il y a une personne qui m'a demandé plusieurs fois qu'appelle-t-on référent. Je pense que j'ai répondu à cette question.
Est-ce que suivre des cours nous donne une attestation à la fin? Ça dépend si vous êtes inscrit en tant que en credit ou en audit. Il y a certaines universités qui vous autorisent à suivre les cours en credit. Donc, à la fin, vous allez avoir un relevé de notes avec un nombre de crédits, sauf que ce pas des crédits ECTS, c'est des crédits américains. Mais du coup, ça vous donne quand même un relevé de notes. Alors, au niveau du report de stage, personne me dit que c'est possible que pour poursuite d'études. Bah, étant donné que vous aurez un statut d'étudiant sur place, il faudrait présenter la chose comme ça. Peut-être que ça peut marcher. Je suppose que si jamais, c'est pour les personnes qui obtiennent leur CAPES. Faut-il que les référents soient des profs agrégés? Non, pas forcément. Il faut simplement que ça soit des profs qui vous connaissent bien et qui ont des choses intéressantes à dire sur vous. Alors, pour les tests de langue, euh, si vous avez déjà fait un test, donc là par exemple, il y a une personne qui me dit, parle du Cambridge Advanced. Vous pouvez mettre toutes ces informations-là dans votre dossier de candidature. En revanche, vraiment, pour le placement à l'université, IIE oblige de passer le TOEFL et le Cambridge n'est pas accepté. Alors, je crois que j'ai déjà répondu à cette question aussi. Hormis un professeur, qui peut être référent? Vous pouvez demander aussi à vos, si vous avez eu des employeurs avec qui ça s'est bien passé ou des superviseurs de stage, vous pouvez leur demander. Alors, une question encore pour les pathologies chroniques. Peut-être que c'est la même personne qui m'avait posé la question. Pour le visa, non. Vous ne, enfin, le gouvernement américain n'a pas le droit de refuser un visa parce que vous avez des pathologies. C'est totalement illégal. En revanche, on a besoin de savoir que vous avez des pathologies pour pouvoir vous proposer éventuellement des solutions sur place pour pouvoir continuer à vous soigner. Donc, il faut qu'on soit, enfin pas moi personnellement, mais IIE, puisque c'est IIE qui va s'occuper de vous une fois que vous serez sur place. Donc, ils ont besoin de savoir si vous avez des besoins spécifiques et ils pourront vous donner toutes les ressources pour que vous puissiez avoir un séjour convenable. Donc, mais ne vous inquiétez pas, on ne va jamais vous éliminer parce que vous avez une pathologie. Ça serait quand même fâcheux. Alors, quand est-ce qu'on sait? Donc, les notifications, elles sont envoyées début février. Donc, début février, vous savez si vous êtes finaliste, donc c'est-à-dire si votre dossier il va passer pour les placements. Si vous êtes sur liste d'attente, donc là, il faut attendre qu'un finaliste se désiste, ou si vous êtes rejeté. Alors, pour le permis, non, il n'y a pas d'obligation, ça fait pas partie des conditions d'éligibilité, mais c'est vrai que si vous l'avez, c'est mieux, parce que souvent vous êtes un petit peu en plein milieu de nulle part, et certaines universités vous prêtent une voiture. Donc euh, ça peut être utile, mais il y a pas d'obligation de passer le permis. Alors, il n'y a pas d'âge limite.
Quelqu'un me parle de 21 ans. 21 ans, c'est l'âge limite pour boire de l'alcool. C'est pas l'âge limite pour voter. Pour voter, il faut avoir 18 ans aux États-Unis. Et pour conduire, il faut avoir 16 ans. Donc, pas d'âge limite, que ce soit d'âge limite minimum ou d'âge limite maximum. Mais il faut bien comprendre que vous allez loger, dans la majorité des cas, sur le campus avec des étudiants qui auront en général entre 21 et 25 ans. Entre plutôt 18 et 25 ans. Alors, les néo-titulaires enseignants seront-ils écartés? Je souhaite postuler et demander une année de disponibilité. Alors, théoriquement, si vous êtes déjà titulaire, ça, je vous invite à m'envoyer un email pour que je vérifie si vous êtes éligible. Parce que le problème qui peut se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez nous assurer que votre année de disponibilité sera acceptée. Donc ça c'est. Mais envoyez-moi un email direct pour que je puisse éventuellement poser la question. Alors, je suis en L3 LLCE. Mes relevés de ce semestre ne seront sûrement pas là avant la date. Pas de souci, vous me donnez simplement vos relevés de première et deuxième année. Il n'y a aucun problème. Mais il faudra par contre me fournir, si vous êtes sélectionné, si vous êtes finaliste, il faudra absolument me prouver que vous avez obtenu votre licence avant de partir. Est-ce que vous vous mettez en lien avec notre UFR dans le cadre de la sélection? Pas du tout. C'est pas du tout un échange universitaire. Vous postulez pas, vous passez pas par votre service des relations internationales. Vous devez postuler directement au programme sur la plateforme internationale. Alors, vous pouvez postuler à d'autres programmes, mais nous, on a besoin de savoir si le programme FLTA est prioritaire. Donc, dans le dossier, à un moment donné, on vous demande est-ce que vous avez postulé pour d'autres programmes, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, il n'y a pas de souci. Mais nous, on veut savoir si jamais voilà, vous êtes pris par cet autre programme, est-ce que vous allez accepter parce qu'on veut éviter voilà, le plus de désistements possible. Alors, une question, est-ce que les lettres de recommandation sont examinées en même temps que le dossier si elles sont envoyées début décembre? Oui, théoriquement, oui. Et c'est plutôt bien vu si vous avez réussi à obtenir des lettres de recommandation, si vous avez réussi à convaincre vos profs d'écrire leurs lettres avant le 1er décembre, c'est plutôt un point positif. Donc, si vous pensez pouvoir le faire, n'hésitez pas. Alors, toutes les expériences que vous avez faites dans l'animation, dans l'enseignement, même si c'est des cours privés, il faut absolument mettre tout ça dans votre dossier de candidature pour arriver à démontrer que vous avez quand même une expérience dans le monde de la pédagogie quand même. Et est-ce qu'il faut montrer des preuves? Ben non, pas forcément. Si c'était voilà des cours, vous pouvez par exemple peut-être demander une lettre de recommandation aux personnes à qui vous avez enseigné le FLE par exemple. Alors, pour les personnes qui ont déjà validé le dossier avant de fournir tous les documents et qui n'ont sans doute pas lu le guide de candidature,
Je n'aime pas trop ça, mais oui, vous pouvez effectivement m'envoyer les documents manquants par email, mais je préférerais que vous attendiez d'avoir vraiment lu le guide de candidature avant de soumettre votre candidature, parce que là, vous avez quand même jusqu'au 1er décembre, donc vous avez encore un petit peu de temps. Les entretiens de sélection, oui, ils ont lieu à la fois en français et en anglais, dans les 2 langues. Alors l'entretien de sélection, c'est principalement un entretien de motivation. Le jury aura déjà lu votre dossier écrit. Il y a des questions préétablies. Tous les, euh, tous les candidats, on posera exactement les mêmes questions à tous les candidats par souci d'équité. Mais c'est beaucoup la motivation, les objectifs, comme un entretien d'embauche. Alors, est-ce un problème si nous ne sommes pas à jour dans nos vaccins? Alors, il ne faut pas vous inquiéter de ça maintenant parce que nous, on ne vérifie pas vos vaccins et on ne vous demande pas un dossier médical avant le 1er décembre. Ça, c'est uniquement si vous êtes sélectionné et que vous avez un placement. Le dossier médical, il doit être fait en général, c'est en avril que vous devez faire votre dossier et seulement si vous êtes sûr de partir. Donc, au niveau des vaccins, s'ils ne sont pas à jour, moi, je vous conseille quand même de le faire, d'aller voir votre médecin. Faites-le maintenant. Il faut, voilà. De toute façon, même si vous partez pas aux États-Unis, c'est toujours utile. Alors, pourriez-vous donner une fourchette concernant le montant des allocations mensuelles? C'est très variable. Vraiment, je peux pas vous donner une fourchette, parce que en fait, même si je vous donne, un montant, heu, ça vous dit pas grand-chose. De toute façon, vous avez, quasiment tous un minimum qui vous permet de vivre décemment, hein. Vous avez tous de quoi avoir un logement, de la nourriture et puis, des dépenses personnelles. Vous aurez aussi, de quoi payer votre billet d'avion. Vous aurez une assurance santé. Vous aurez, normalement une bourse pour acheter les livres et le matériel, scolaire. Donc il ne faut pas trop vous inquiéter par rapport, normalement, à toutes les dépenses, courantes. En revanche, il peut y avoir des disparités d'une université à l'autre. Et vous n'allez pas forcément être, enfin, tous les lauréats ne reçoivent pas exactement la même chose. Donc, il est possible que voilà, vous rencontriez un lauréat qui va avoir une allocation qui sera plus importante que la vôtre, simplement parce que l'université a un budget plus important. Mais normalement, les universités sont obligées de vous fournir euh, des conditions d'accueil qui vous permettent d'avoir un logement et des repas gratuits et une allocation mensuelle. Bon, par contre, c'est vrai que moi, avec l'inflation, je vous suggère fortement de prévoir dès maintenant d'avoir quand même un peu d'argent de poche, notamment pour prendre en charge les premières semaines. Parce que souvent, il faut attendre au moins un mois et demi avant de recevoir son premier stipend. Donc le stipend, c'est l'allocation mensuelle. Parce qu'il faut ce qu'on appelle Social Security Number, c'est un numéro d'immatriculation américain. Ça n'a rien à voir avec le numéro de sécu français. Et ça,
selon l'administration locale, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, moi, je vous conseille, même si c'est un programme qui est censé prendre tout en charge, la quasi-totalité de vos besoins pendant un an, prévoyez quand même un budget pour une assurance santé complémentaire. Donc ça correspond, si vous êtes étudiant, c'est autour de 300 € pour l'année. Ça peut être un petit peu plus. Si jamais vous avez une maladie chronique, ça peut être un petit peu plus que 300 euros. Ensuite, euh, prévoyez d'avancer les frais de voyage, parce que la bourse de voyage, on ne va pas vous la donner tout de suite, on va vous la donner sur présentation de votre visa. Et le visa, vous ne l'aurez pas avant le mois de juillet. Ensuite, euh, pareil, donc, prévoyez un peu d'argent de poche pour prendre en charge les premières dépenses pendant le premier mois. Donc ça peut être 1000 $, 1500 $, 2000 $. Donc sachez-le maintenant et voilà, pour ne pas vous retrouver une fois sur place, ah bah non, moi on m'a dit que c'était une bourse complète. Non, il y a quand même un petit peu d'argent à prévoir, mais c'est après de l'argent qui va vous être remboursé. Alors, est-ce que j'ai fini ma présentation ou est-ce que... euh, voilà, bon, j'avais fini, donc je vais voir si j'ai d'autres questions. Quelle est selon vous une erreur à ne surtout pas commettre lorsqu'on établit le dossier? Bah déjà, c'est de bien comprendre le programme et puis de ne pas postuler pour le mauvais programme. J'ai des gens qui ont postulé pour le programme FLTIE, qui ont rempli le dossier FLTIE alors qu'ils pensaient postuler pour le programme étudiant. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose. Et dans le sens contraire, j'ai des candidats pour le programme assistant qui ont postulé pour le dossier étudiant et du coup, qui ne comprenaient pas pourquoi je n'avais rien reçu. Moi, je n'ai pas accès aux candidatures pour les autres programmes. Alors, pour la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour FLTIE. En quoi consiste l'orientation à Paris? Est-ce que c'est obligatoire, même pour les ultramarins, par exemple? Alors, théoriquement, c'est obligatoire, mais bien évidemment, si vous habitez en Outre-mer, on essaye, selon notre budget, on essaye de faire en sorte de prendre en charge une partie de vos frais de transport pour venir à Paris. Mais je peux rien vous garantir, ça va dépendre un petit peu du budget. Alors, peu importe l'université d'accueil, le logement est pris en charge. Normalement, le logement, il est toujours pris en charge, soit parce que vous avez accès à une chambre gratuite dans la résidence universitaire, mais par contre, vous n'avez pas le choix, hein. Si jamais la chambre ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas dire ah bah non, je veux pas. Donc il faut accepter le logement qu'on vous propose. Soit on vous donne une allocation mensuelle suffisante pour prendre en charge un loyer et c'est vous qui cherchez. Mais c'est pas vous qui choisissez la formule. Ça dépendra de l'université d'accueil. Dans la majorité des cas, on vous donne une chambre sur le campus. Et donc vous vivez avec d'autres étudiants. Et il y a très peu de cas, il y a 2 ou 3 placements à l'université où il n'y a pas de place sur le campus. On vous donne une sorte de presque un salaire pour que vous puissiez prendre en charge un loyer. Il faut vous attendre, je pense, l'année prochaine à ne pas avoir ce type de placement parce que on préfère voilà, les institutions d'accueil qui vous proposent une chambre directement sur le campus.
Alors, est-ce qu'il existe un programme d'assistant de langue française aux États-Unis dans le secondaire? Alors, si vous êtes encore étudiante, vous pouvez essayer de partir par le biais de France Éducation Internationale. Donc ça, il faut aller voir votre service des relations internationales dans votre université. Et généralement, les placements, alors je ne sais pas si c'est dans le secondaire, mais en tout cas, c'est pas à l'université, c'est peut-être dans des écoles d'immersion en primaire. Il y a aussi le programme de l'Amity Institute, mais c'est pareil, il y a bizarrement très peu de placements dans le secondaire, c'est plutôt primaire. Faut-il rédiger le dossier de candidature en anglais ou en français? Alors, si vous me le rédigez en français, il va être à la poubelle. Donc, en anglais. Alors, si nous ne sommes pas sélectionnés, mais qu'il y a un désistement, non. En fait, on a toujours une liste d'attente. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné, vous n'avez aucune chance de partir. Par contre, si vous êtes sur liste d'attente, là, vous pouvez partir si jamais il y a suffisamment de désistements. Mais si on vous dit vous n'êtes pas sélectionné début février, ben là, vous ne partirez pas, c'est sûr. Alors, concernant le GPA, donc le GPA, ça veut dire Grade Point Average, et c'est votre moyenne générale. Et en fait, faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Je pense que c'est quand vous indiquez vos différents diplômes et formations, à un moment donné, on vous demande votre dernier GPA, vous allez donner votre dernière moyenne, les derniers relevés de notes que vous avez obtenus sur 20. Est-ce que les universités sont bien desservies? C'est une bonne question. La plupart des campus se trouvent pardon, un peu au milieu de nulle part. Donc, il faut vraiment vous attendre à être un petit peu isolé. Il n'y a pas beaucoup de transports aux États-Unis. Les transports urbains sont pas aussi bien développés qu'en France et généralement les distances aussi sont pas les mêmes. Donc il faut s'attendre à ça. Alors je vais commencer. Alors je vais regarder l'heure. Donc il est déjà 18h20. Il nous reste un petit peu, à peu près 10 minutes. Je vais essayer de répondre aux questions par la fin. Alors au niveau toujours du GPA, vous allez de toute façon, à chaque fois que vous allez ajouter une formation, on va vous demander le GPA que vous avez obtenu pour cette formation. Alors, combien d'heures de travail par semaine? Donc ça, je l'ai dit au début, c'est un maximum de 20 heures par semaine, mais ça inclut les heures de préparation. Donc c'est pas que des, il y a jamais 20 heures de cours où vous allez être en face de vos élèves. En général, c'est maximum 10 heures en face de vos élèves et encore. Généralement, c'est plutôt 5-6 heures en face de vos élèves et le reste du temps, c'est des animations, des tables de conversation, la préparation des cours, correction des copies, etc. Peut-on prendre un de nos élèves à qui nous avons enseigné comme référent? Oui, bien sûr, si cette personne, oui, oui, ça peut être intéressant. Si cette personne a beaucoup progressé, pourquoi pas? Alors, est-ce que vous avez accès au PowerPoint? Je vais envoyer l'enregistrement euh, à tout le monde, même ceux qui ont pu participer.
Est-ce que le port du voile est autorisé? C'est pas la France, c'est les États-Unis, donc oui, c'est autorisé. Je suis arrivée un peu en retard. Est-ce qu'on pourrait avoir l'enregistrement Zoom? Oui, ça j'ai répondu. Alors, pour l'essai, vaut-il mieux l'écrire sur ordinateur ou l'écrire à la main? Alors ça, non, jamais. Pour les États-Unis, vous oubliez les lettres écrites à la main. Et je crois que ça se fait même plus en France d'ailleurs. Donc tout est écrit sur traitement de texte, hein, bien sûr. Si on souhaite voyager en juillet, est-ce que c'est envisageable? Pff, disons que il vaut mieux éviter, ou alors voyager en Europe parce que si quand vous allez passer votre demande de visa, ils vont garder votre passeport, au consulat américain, donc il faut aller dans un pays où vous n'avez pas besoin de votre passeport. Faudra-t-il ouvrir un compte bancaire américain? Oui, parce que comme vous allez recevoir de l'argent de votre université d'accueil, donc ça sera une sorte d'allocation en dollars, ils ne peuvent pas transférer cet argent sur un compte autre qu'un compte américain. Mais ça, vous verrez ça sur place. Donc, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Faut-il prévoir un certain montant d'argent de côté au cas où? Oui, je vous encourage fortement à mettre des sous de côté avant de partir parce que et vous n'aurez pas forcément votre allocation tout de suite. Il faudra peut-être attendre un mois avant de recevoir votre première allocation. Alors, bonne question. Que se passe-t-il si on est sélectionné et que le TOEFL n'est pas concluant? Donc, c'est arrivé à une de nos candidates l'année dernière qui a passé 2 fois le TOEFL et à chaque fois, elle a eu un score qui était en dessous du score requis. Ben la personne n'a pas été rejetée, euh, mais il a fallu bah, trouver une institution d'accueil qui acceptait que son TOEFL soit pas terrible. Donc, faut pas s'inquiéter, mais quand même. Alors, est-ce que si on a trop d'expérience, ça peut nous porter préjudice? J'ai enseigné à la fac l'année dernière et j'y enseigne encore aujourd'hui et je suis prof d'anglais. Alors, il faut bien comprendre la cohérence. En fait, je l'ai dit à un moment donné, ce n'est pas un vrai emploi salarié. C'est un échange culturel, c'est la possibilité, l'initiation à la vie universitaire américaine. Sur place, vous aurez plutôt un statut d'étudiant, même si vous pouvez avoir quelquefois presque les mêmes responsabilités qu'un enseignant, mais ça ne sera pas à plein temps. Donc il faut vous demander, vous, alors je pense que le jury sera content d'accepter quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais il faut vous demander, est-ce que ça correspond, est-ce que c'est cohérent dans mon parcours? Est-ce que euh, ça va pas me faire régresser en quelque sorte? Alors, est-il possible de soumettre une lettre de recommandation d'un ancien lauréat de la bourse Fulbright? Oui, oui, surtout. Si c'est quelqu'un qui vous connaît bien, c'est encore mieux.
Alors, une question par rapport à si vous êtes en train de faire une reconversion. On a déjà eu des candidats, voilà, qui ont fait plein de choses avant de se décider à devenir enseignant de FLE. Donc, ce n'est pas un problème, mais c'est sûr que si vous n'avez pas du tout d'expérience ou que vous n'avez pas commencé de formation FLE, c'est un petit peu compliqué d'expliquer la cohérence. Alors, j'ai une personne qui a fait une école de business, qui n'a pas du tout d'expérience d'enseignement et qui clairement veut aller aux États-Unis pour améliorer son anglais. Ça, c'est typiquement une personne qui ne sera pas présélectionnée. Ok. Ok, donc je pense que je vais arrêter là. Donc, comme j'ai dit, je vais envoyer l'enregistrement. Donc, évidemment, il y aura le PowerPoint à tout le monde, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, ça, c'est mon email. Vous pouvez rajouter un petit C devant, hein, ça marche aussi. C'est soit Ouziel, soit Couziel, les deux fonctionnent. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de mettre deux L à Fulbright. Donc, c'est vraiment Fulbright avec un seul L. Voilà, merci à tous de votre intention et puis j'espère voir certains noms parmi les candidats.